Voilà, au cours de cette période de confinement, où on se déconfine peu à peu, mais qui reste quand même une période un peu particulière, je vois que beaucoup de gens, beaucoup d'internautes revisitent le passé, revisitent leur passé. Ils postent des photos d'enfance. Et moi, je ne souhaitais pas faire ça, et je voulais aussi poster un souvenir. C'était le souvenir du cours d'histoire de la littérature. Alors ce cours, d'abord ceci ne sera pas un cours, c'est simplement un souvenir. Et ce souvenir a d'autant plus d'importance qu'aujourd'hui, on veut expurger des programmes le cours d'histoire de la littérature. Ce qui pour moi est absolument destructeur, même criminel. Et donc nous avons tous ceux qui ont eu des cours d'histoire de la littérature ont des souvenirs. Et moi j'en ai un particulièrement, et évidemment beaucoup ont le souvenir de la peste de Camus, mais moi je m'attacherai plutôt à quelqu'un d'autre, au Moyen-Âge, à François Villon. Alors François Villon, pour ce que je m'en souviens, il est né en 1431, il s'appelle François de Montcorbier ou François des Loges, du nom du village d'où il vient, c'est-à-dire d'un village dans l'Allier, dans le centre de la France. Et on a sa trace en 1449 à Paris, où il est inscrit à la faculté des arts. Alors, la montagne Sainte-Geneviève, le quartier latin de l'époque, c'est un quartier qui est extrêmement dangereux. Je veux dire, il s'y déroule toute une série d'agressions. Les archers du roi, il faut savoir que nous sommes à la fin de la guerre de Cent Ans et que Paris vient d'être repris par le roi de France. Et donc les archers du roi opèrent des règlements de compte. Et puis tous les étudiants qui fréquentent le quartier latin possèdent leur bourse sur eux. Il n'y a pas de banque à l'époque et c'est un prétexte pour toute une série de rixes, d'agressions, de vols, etc. Et François Villon fait partie de, je dirais aussi, de ces mauvais garçons. Et je pense que quand on parle de François Villon, il faut aussi distinguer l'homme de l'œuvre. L'homme, je pense que voilà, c'est un petit chenapan à l'époque comme étudiant. Et effectivement, les choses vont se gâter. Il s'appelle François Villon d'abord maintenant parce qu'il a pris le nom de Guillaume de Villon, enfin de son protecteur, qui est un membre de la famille, un ecclésiastique. Et lui-même, François Villon, va d'abord, au cours d'une rixe, assassiner un prêtre. Pour François Villon, c'est ce prêtre qui l'a cherché. Mais enfin bon, ça montre quand même un peu son tempérament. Un peu plus tard, il va commettre un vol. Il va commettre un vol au collège de Navarre, ce qui sera le futur collège de France. Il va crocheter les serrures. Et puis au cours de sa fuite, il va écrire un de ses premiers textes, qui sont les Laits, qui est un texte où il est déjà hanté par l'idée de la mort. Et il va léguer, hein, les Laits c'est les legs en fait, il va léguer ce qu'il a. Mais ce qu'il a, c'est pas grand-chose, un vêtement, une coquille d'œuf, et il va léguer ça à ses amis. C'est une œuvre un peu ironique, mais qui a déjà cette espèce cette sorte de consonance liée par la mort. Lorsqu'il va être retrouvé par la police, il va être emprisonné, et là il va écrire son testament. Alors voilà une œuvre qui est beaucoup plus, déjà plus profonde, un peu plus dramatique, puisque c'est une œuvre qui est centrée sur la question de la fuite du temps et du regret. Je plains le temps de la jeunesse, où j'ai plus qu'un autre galet, où j'ai été galant, donc où je me suis amusé. Elle m'a caché son départ, aller s'en est et je demeure. On entend évidemment dans ces vers un autre poète, 450 ans plus tard, Guillaume Apollinaire avec le Pont Mirabeau, et avec effectivement ce thème de la fuite du temps, et de l'homme qui regarde passer le temps, sans avoir de prise sur lui. Plus tard, bon, il va être gracié de son vol et de son meurtre, parce qu'il sera protégé, protégé par des hauts dignitaires de la cour, notamment Charles d'Orléans. Mais plus tard, il va encore commettre une nouvelle rixe, et là, vraiment, il va être poursuivi, il va être condamné à être pendu et étranglé. Et dans la prison, où il s'attend à ce verdict,
et à sa pendaison, il va écrire l'épitaphe Villon, plus connue sous le nom de la Ballade des pendus. Alors cette œuvre s'inscrit dans, je dirais, toute cette ambiance de la moitié du XVe siècle, où se déroulent ce qu'on appelle les danses macabres, dont nous avons quelques témoignages, notamment dans les églises de Bretagne, où les gens, le peuple, aspirent à la mort, comme délivrance. Délivrance de la pandémie, des épidémies qui circulent, de la peste, délivrance de la guerre, délivrance de la pauvreté. Et donc, cet épitaphe Villon est une forme d'appel à un nouveau jugement. Alors, tout le monde connaît peut-être tous ceux qui ont été en contact avec François Villon connaissent ses premiers vers, hein, qui sont évidemment très célèbres. « Frères humains qui après nous vivez, n'ayez point contre nous les cœurs endurcis. » Ces premiers vers appellent déjà trois remarques. Et trois choses pour moi, trois éléments qui me semblent très importants. D'abord, l'appel à la fraternité. Frères humains qui après nous vivez. Fraternité des hommes. Égalité des hommes ensuite. Puisque nous sommes tous réduits à la même enseigne, à la mort. Hein, puisqu'il dit à un moment donné, et nous les autres devenons cendre et poudre. Et puis il exprime cette troisième idée qui pour moi n'est plus du tout, qui n'appartient plus du tout au Moyen-Âge. Frères humains qui après nous vivaient. Pensez à tous ces gens qui en fait vivaient avec à la fois l'espoir et la crainte du jugement dernier. La mort était la fin de la vie et le début d'une autre vie. Villon, il pense à qui? Qui va le juger? Pas le jugement dernier. Frères humains qui après nous vivaient. C'est-à-dire, il en appelle à la continuité de la vie, la continuité de la vie humaine. Et même s'il dit, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre, à propos de ces pendus, eh bien, il demande aux hommes qui le suivent, à cette génération, à cette continuité humaine, un nouveau jugement. Et quand il dit à la fin, Prince Jésus, sur qui tout avait maîtrise, gardez de nous, qu'en faire de nous les seigneuries, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle Jésus, mais il appelle Prince Jésus. C'est-à-dire qu'il en fait un homme. Il en fait un homme de cour, presque. Il l'humanise. En cela, François Villon n'est évidemment plus un homme du Moyen-Âge, c'est déjà un homme de la pré-Renaissance, puisque le centre du monde devient l'homme et devient les hommes, c'est-à-dire l'humanisme. Et donc, on n'est plus dans cette espèce de soumission à Dieu, telle que le Moyen-Âge pouvait le concevoir. Et donc c'est une leçon, c'est une leçon d'humanisme, c'est une leçon dont on se souvient, je dirais, presque tout au long de sa vie.